Nouvelle polémique entre Élie de Mota et François Fillon. Lors d'une émission de France Télévisions, il a accusé ce dernier de racisme et de négation de crimes contre l'humanité. Retour sur ce clash en direct avec Isabelle Hamon. 11 ans de réclusion criminelle, c'est le verdict de la cour d'assises du Bas-Rhin à l'encontre de Young Cheng MC. L'artiste guadeloupéen a finalement écopé d'une peine plus légère que celle que réclamait le ministère public. Réaction de ses proches dans un instant. Et son parcours fait rêver les plus jeunes. Le champion de cyclisme sur piste, Grégory Boger, a rencontré les jeunes espoirs guadeloupéens au cours d'une rencontre détendue et pleine d'espoir aux abîmes. Linda Kayarsi était sur place pour saisir cette transmission. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Invité hier soir à s'exprimer sur France 2 depuis la Guadeloupe pour questionner François Fillon sur ses déclarations controversées sur les bienfaits de la colonisation, le secrétaire général de l'UGTG, Élie de Mota, n'a pas pu développer son argumentation face aux candidats de la primaire et de la droite et du centre. Ce soir, ATV Guadeloupe poursuit le débat en demandant à Élie de Mota de préciser ses propos. Reportage Isabelle Hamon. Dans la liberté, dans l'égalité, la fraternité, il faut regarder devant et considérer notre histoire comme ce qu'elle est. Un véritable dialogue de sourds entre Élie de Mota et François Fillon hier soir sur le plateau de France 2 dans l'émission politique. Le secrétaire général de l'UGTG n'a pas pu développer son argumentation face aux candidats à la primaire de la droite. Ça a été prévu dans la préparation à l'émission, c'est qu'il y a passé vidéo à Fillon, il a été dit phrase là dans le meeting à mois d'août là. Et après, moi, on a développé, ça dit, on a développé aussi un rappel à cette histoire de la colonisation en Guadeloupe, notamment si massacre les Kalinago et la déportation et la mise en esclavage des Africains. Et à l'issue des passages là, ça, on a tenu 2 voire 3 questions en fonction du temps qui était resté pour nous parler. Non, la France n'a pas inventé l'esclavage. Ce fameux discours de François Fillon à Sablé-sur-Sarthe le 28 août dernier ne laisse pas le syndicaliste indifférent. Il dénonce des propos racistes. Propos à Fillon, il peut dire que ce n'est pas vrai. Propos à Fillon qui a relevé du racisme et de l'apologie d'un crime contre l'humanité. En 1635, de l'Olive et du Plessis qui a venu ici, il n'y a pas qu'à venir pour partager la culture, comme Fillon a dit. Il n'y a pas venir pour massacrer les Indiens Kalinago et pour prendre terre. Et après, il y a qu'à expulser les Indiens Kalinago vers la Dominique et vers Saint-Vincent. Et les survivants en Guadeloupe, il n'y a pas au dans des réserves, notamment dans le nord Grande-Terre et dans le sud Basse-Terre et à Marie-Galante. Et après, qu'a commencé 400 ans de déportation et de mise en esclavage à des Africains. Lors de ce même discours, François Fillon avait également déclaré que l'école ne devrait pas apprendre aux enfants à comprendre les interrogations du passé, une forme de pression sur l'enseignement qui devait être aussi développée hier soir lors du débat. Laïc a dit ça, pour lui, il faut enseigner le passé où il était victime. C'est-à-dire que les Adolf Hitler envahit la France, que c'était pour lui, dans une vision alimentée, dit c'était le partage des cultures, mais pour lui, c'est en conquête. Et le nazisme, c'est massacre que Hitler vient faire en France. Donc, par là, ça pour lui, il faut enseigner. Il faut bien comprendre que dans l'esprit à Fillon directement est manipulé par idéologie, même idéologie que Jules Ferry dit qu'il y a ni des races supérieures et que les races supérieures doivent s'imposer aux races inférieures. Eh bien, il y a dans le même état d'esprit là, ça, tout ça, il a subi comme atrocité. Il n'y a pas parlé d'eux, mais tout ça, il a fait les autres, il n'y a pas parlé d'eux. Et en ce sens-là, ça, Fillon, besoin, mais pas seulement, besoin de réécrire les manuels scolaires de façon à ce qu'il n'y ait pas ni tâche à dans l'histoire. Cette émission a aussitôt agité la toile et certains quotidiens nationaux ont qualifié cette opposition en direct comme une injure de la part d'Élie de Mota, qui considère ceci comme une manipulation médiatique. Et le verdict est tombé aujourd'hui. L'artiste guadeloupéen Young Cheng MC, de son vrai nom Yoni Sama, a écopé de 11 ans de réclusion criminelle pour torture et barbarie. Les jurys nancéens ont été plus cléments que l'avocat général qui avait requis 18 ans de prison. On écoute la réaction de l'un de ses proches, joint par téléphone par Isabelle Hamon et Linda Kayarsi, quelques heures après l'annonce du verdict. Ça s'est passé bien. Pour les peines qui a été données à chacun, je pense que voilà, ça va. Ça aurait pu être plus dur. Enfin, comme on nous l'a énoncé, tout ce qu'on nous a vendu avec les tortionnaires et compagnie, alors que la plus grosse victime a que 4 jours d'ITT, voilà quoi. Ça a été vendu comme un acte vraiment irréparable et au final, voilà, les faits sont là et puis une sentence qui va avec vraiment les faits, voilà.
Quelle est l'ambiance? Comment se sentent les gens à la sortie de l'audience? Les gens, je pense que tout le monde se sent satisfait, que ce soit au niveau des victimes, des deux côtés. Hein, je pense que voilà. Et la famille, comment ils se sentent d'ailleurs? Est-ce qu'il y avait des membres de la famille là? Comment ils étaient? Ses frères, son frère, sa sœur? Il y avait un peu de tension. Après, bon, je sais que tu entends 11 ans pour ton frère ou ton enfant. Tu te dis, après, quand tu connais pas vraiment comment ça se déroule au niveau des peines, après, on leur a bien expliqué que voilà, donc pour une peine de 11 ans, tu faisais réellement la moitié, puisqu'à par rapport aux remises de peine et tout ça, donc ils pouvaient prétendre à un aménagement de peine et à une conditionnelle à partir de la moitié de la peine. Donc on leur a bien expliqué, donc après c'est mieux passé. Et comment lui il était, Yangshai, à l'annonce du verdict? Comment il était? Oh, il est resté serein, il est resté toujours droit dans ses bottes. Il a fait preuve de beaucoup de courage quant à ses demandes de ses excuses, que ça soit au niveau des victimes, que ça soit au niveau même de la famille de ses co-accusés, des gens qui étaient dans le box avec eux, quoi. Franchement, il a agi en bonhomme. Et puis dans le reste de l'actualité, les habitants de Sainte-Rose devraient être désormais épargnés par les coupures d'eau. La municipalité a inauguré ce matin la station de traitement d'eau potable de Cacao. Reportage Moïse Dexter et les commentaires de Nathalie Dinan. Une nouvelle station de traitement de l'eau qui alimentera une grande partie du territoire. Un ouvrage vieux de 50 ans remis à neuf et aux normes, dont les travaux ont débuté en 2013. C'est une réalité déjà depuis un certain nombre de mois. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration. Alors vraiment, vous savez que depuis que nous sommes arrivés en 2014, notre priorité a été l'eau. Ici, nous avons une station qui nous permet d'avoir 2400 mètres cubes jour. Ça fait à peu près 2 millions de litres par jour. C'est de l'eau potable. Et voilà, nous avons investi au niveau du personnel aussi. Le personnel qui a toujours été prêt à travailler et qui aujourd'hui travaille sur le terrain. Vous savez que nous avons mis en place aussi le dispositif Une maison, un compteur qui permet d'aller vers la population afin de vérifier si les compteurs existent, s'ils n'existent pas, de façon qu'avec un partenariat très fort avec la population et une participation active de la population, qu'ils puissent comprendre que nous avons fait des investissements. Aujourd'hui, il faut que l'eau paie l'eau. Cette usine a une capacité de production de 100 mètres cubes heure et garantit un volume d'eau de qualité pour tout le secteur de Cacao, ce qui représente un quart de la population sainte-rosienne. Il est absolument indispensable de remplacer l'ancienne usine qui avait vieilli. Elle est indispensable pour garantir la qualité de l'eau et la conformité, comme nous disons dans notre métier, pour que tous les habitants du secteur disposent d'une eau parfaitement potable et conforme aux règles sanitaires. L'inauguration qui a lieu aujourd'hui est le terme d'une démarche ancienne qui avait démarré il y a presque 6 ans. Et inaugurer cet ouvrage aujourd'hui est une grande satisfaction pour tout le monde. Avec ces 5 unités de production, les habitants de Sainte-Rose ne devraient pas manquer d'eau au robinet. La municipalité va s'atteler maintenant à la facturation. Fini les paraboles et les coupures en temps de pluie. CanalSat Caraïbes passe désormais par le réseau Internet. C'est en petit comité au siège de la société située à Jarry que la direction a présenté son nouvel outil à un parterre d'abonnés triés sur le volet. Karen Diama était parmi eux. On va découvrir ensemble ce que nous réserve cette petite boîte. D'accord ? Et on va voir ce qu'elle a de particulier au-delà du fait qu'elle tient dans ma poche. Dans sa main, la directrice de Canal+ Caraïbes tient le tout nouveau décodeur Canal+ compact et connecté. Plus petit que son prédécesseur, le CubeC s'installe partout avec une simple connexion Wi-Fi et ne nécessite plus l'installation d'une parabole. Il est petit, très petit, compact. Le CubeC vous donne accès aux meilleures chaînes télé et avec sa fonction Restart, vous pouvez revenir au début de votre programme. Pratique. Une fois installé et branché à la télé en HDMI, le CubeC offre une interface intuitive et fluide, mais pas seulement. Il y a la Zaplist, qui est ce que j'ai montré tout à l'heure, qui est vraiment une interface qui permet de naviguer très facilement dans ces chaînes et dans ces programmes, à la fois dans les programmes en cours, mais aussi dans les programmes passés. Et ça, c'est une grande nouveauté de ce décodeur-là, c'est le service qu'on appelle le service Restart. Ça permet 2 choses. 1, j'arrive en retard, je peux reprendre mon programme en un clic au début, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je peux revenir jusqu'à 8 heures en arrière et du coup accéder à toute une multitude de programmes à regarder quand je veux.
Il a aussi tout un catalogue à la demande, comme je le disais, assez enrichi. Donc on a jusqu'à 400 contenus à regarder quand on veut. Et là, il y a vraiment du choix, cinéma, séries, divertissement, des émissions de sport. Autant d'atouts qui ont su séduire les abonnés présents. On peut très vite devenir casanier avec ce type de système. C'est vrai qu'il suffit juste d'avoir une bonne connexion Internet pour pouvoir avoir une belle image. Et surtout une variété de programmes, donc c'est un plus. J'ai craqué, j'ai été obligé de le prendre, quoi. Vous l'aurez compris, Canal+ Caraïbes se positionne ainsi comme acteur innovant à la pointe de la technologie et parallèlement propose une large gamme de nouveautés en matière de programmes. Il y a du nouveau dans les programmes premium, les programmes qu'on retrouve sur les chaînes Canal+, quasiment sur les 5 piliers qui sont les piliers sur lesquels repose la ligne éditoriale. Alors ça c'est vrai dans le cinéma, où on a vraiment élargi encore l'offre de cinéma qu'on propose à nos abonnés pour être vraiment présent dans le cinéma dans toute sa diversité. Donc à la fois les succès du box-office, les trucs incontournables, mais aussi les films de genre, parce que ce qu'on veut accompagner, c'est à la fois être présent dans le divertissement, ça c'est à ce à quoi répondent les films de box-office, mais aussi être là pour la culture, pour l'évasion, etc. Pour profiter de ces nouveautés et de ce nouveau décodeur gratuitement, il vous suffit de vous rendre dans votre magasin Canal+ Caraïbes, de suivre les indications et de profiter d'une expérience TV inédite. Et la ville du Lamentin se lance dans le microcrédit. Elle a signé aujourd'hui avec le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe une convention pour mettre en œuvre ce dispositif. Il permettra aux personnes exclues du crédit bancaire classique ainsi qu'aux travailleurs précaires de bénéficier d'une offre de crédit à faible taux d'intérêt et de conditions avantageuses. Les détails avec Karen Diam. Depuis 2009, la ville de Lamentin permet aux riverains en difficulté financière d'obtenir un microcrédit. Nous rencontrons des familles qui sont vraiment en grande difficulté et qui ont besoin d'être accompagnées et qui ne sont pas éligibles aux prêts classiques donnés par les banques. Tandis que là, dans ce cadre de ce microcrédit, c'est un dispositif spécial qui est accompagné par le CCAS de Lamentin et qui leur permet d'avoir des crédits sous des montants pas très importants, mais qui leur permettent quand même de s'acheter un réfrigérateur, de s'acheter un congélateur, de s'acheter un lit, une chambre à coucher, enfin des choses qui sont quand même importantes pour que quelqu'un puisse vivre correctement. Pour bénéficier de ce microcrédit, il faut répondre à un certain nombre de critères. Ce sont des microcrédits de montant entre 500 et 3 000 euros qui permettent à ces personnes, malgré tout, bien qu'ils n'aient pas forcément les ressources, qu'ils soient en difficulté sociale, de réaliser leur projet. Donc l'étude est effectuée par les équipes de la CCAS et nous intervenons derrière du fait de cette convention et nous prêtons à ces personnes qui sont exclues du secteur financier, ce qui leur permet de réaliser leurs projets et notamment de s'insérer mieux dans la société. C'est un dispositif qui est encadré par l'État avec un fonds de garantie. Donc en fait, ça nous permet de faire à côté de notre activité bancaire traditionnelle où là, effectivement, ces personnes n'auraient pas forcément eu de crédit. Ça nous permet d'avoir une approche différente. Avec ce dispositif, le Crédit Agricole de Guadeloupe permet à 22 communes de l'archipel de bénéficier d'une alternative pour une population en situation précaire. C'est près de 600 microcrédits que nous avons déjà réalisés pour l'ensemble de la Guadeloupe. Donc c'est une démarche qu'on conduit avec l'ensemble des communes, l'ensemble des CCAS, justement pour pouvoir distribuer ces crédits. Alors c'est plus ou moins actif en fonction de la localisation et des communes, mais ça permet véritablement d'apporter une solution à des personnes qui étaient jusqu'à maintenant en situation d'exclusion bancaire. En 2015, 350 000 euros ont été alloués à 900 bénéficiaires et à terme, le Crédit Agricole souhaiterait couvrir l'ensemble du territoire guadeloupéen pour tenter de faire reculer la précarité. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le CHU hors les murs pour sensibiliser les femmes à l'importance de se faire dépister. Et puis coup de projecteur sur l'une des danses les plus anciennes au monde, la danse orientale qui séduit de plus en plus de Guadeloupéennes. Et puis l'Octobre Rose s'achève avec une opération de sensibilisation sur le cancer du sein dans un grand centre commercial de Bemao. L'opération avait lieu aujourd'hui. Elle était organisée par le CHU de Pointe-à-Pitre et la Ligue nationale du cancer. De nombreuses passantes ont été interpellées. Reportage Isabelle Hameau. Elles étaient plusieurs à être venues s'informer sur le cancer du sein. Chacune a eu droit à sa brochure d'information pour en savoir davantage sur la maladie. C'est le cas de Marissette, qui envisage un dépistage. Comme il y a 2 jours, je me palpais les seins
Et quand j'ai vu une petite boule et sur mes seins et tout ça, là, je suis venue voir pour qu'on puisse me dire ou me diriger, quoi. Est-ce que ça vous inquiète? Voilà. Chaque année, ce sont 200 cas de cancer du sein enregistrés en Guadeloupe, un chiffre qui ne cesse de progresser. Cette maladie reste un sujet difficile à aborder pour certaines femmes. Oui, c'est vrai que le cancer, d'une manière générale, reste un sujet tabou pour beaucoup de sujets, de patients en Guadeloupe. Plus particulièrement chez nous. Nous avons eu l'occasion, avec le registre, de mener une étude justement sur le cancer du sein sur un échantillon de femmes. Et on s'est rendu compte, à partir du questionnaire que nous leur avons fait passer, que ça restait une question taboue. Les gens ont peur de parler de la maladie. Pourtant, le cancer, comme le diabète, devient de plus en plus une maladie chronique, qu'il faut prendre en charge comme une maladie chronique, mais ça reste encore un sujet tabou essentiellement. Même si ce mois est consacré à la lutte contre le cancer du sein pour informer, sensibiliser et soutenir la recherche à travers plusieurs événements, il faut savoir que le dépistage est possible toute l'année. Et ce vendredi fêtait la 33e édition de la Journée internationale des langues et cultures créoles. En Guyane, une dictée géante a été organisée cet après-midi dans 9 communes du territoire. Exemple, à Cayenne, on regarde. Pas parler, point d'exclamation, pas parler compère, point d'exclamation. Répondre à Tipa, virgule. La concentration est à son paroxysme dans la salle. Ici, la dictée n'est pas lue en français, mais en créole. On n'est qui chaud pour vote. Point. Ils sont une trentaine de tout âge à venir s'essayer à cet exercice et pendant la dictée sur le visage de beaucoup, on peut voir qu'entre parler le créole et l'écrire, le fossé est énorme. Il y a des mots, on n'a pas l'habitude de les entendre forcément, ou alors il y a la prononciation qui n'est pas claire, ou alors on ne le prononce pas comme ça aujourd'hui. Avant c'était une autre prononciation, donc on a certaines habitudes aussi dans l'écriture. J'ai fait le créole à l'école depuis la première. Jusqu'à aujourd'hui, je fais toujours. C'est comme une passion. Il y a une fossé. D'ailleurs, là, je parle kéo et peut-être qu'il m'a mal parlé, alors que ça nous m'a écrit alors en dictée à une créole plus soutenue. C'est tous les jours qu'il faut faire vivre la langue. Sinon, si on se contente de la faire vivre une semaine dans l'année, pour moi, ce n'est pas suffisant. Pendant 2 semaines, la Guyane entière ramène le créole sur le devant de la scène. Cette dictée, organisée dans plusieurs communes du territoire, est basée sur un extrait du roman d'Alfred Paré-Pou, L'année de la Tipa. Les gens parlent davantage créole à présent parce qu'il faut vous dire que moi, qui défends le créole maintenant, quand j'étais enfant, c'était complètement interdit, même à la maison. Alors maintenant qu'il y a une graphie pour écrire le créole, on aimerait que les gens fassent partie de ces personnes qui voudraient écrire ou tout au moins apprendre à écrire. On aurait pu avoir plus de gens pour la dicter, mais les gens ne viennent pas parce qu'ils se disent « je ne sais pas écrire le créole ». Après 1 heure de dictée, les copies sont rendues, mais que l'on se rassure, aucune note n'attend les participants. Seule une obligation est donnée à tous, ne pas oublier que le créole est une langue bien vivante. Et la ville des Abîmes a profité du passage de Grégory Baugé en Guadeloupe pour organiser une rencontre avec les jeunes espoirs du cyclisme guadeloupéen. Un peu intimidés, ces derniers ont surtout écouté les conseils du champion. Reportage Linda Kayarsi. Alan et Sayan, jeunes espoirs du cyclisme abymien, connaissent par cœur la carrière de Grégory Baugé. Pour moi, si on me disait qui tu prenais comme exemple, je dirais lui, puisque pour moi, il a réussi, il est allé en France, il a réussi, mais c'est juste pour les JO, il a fait un petit raté, mais tout grand champion a des erreurs dans sa carrière, donc pour moi, c'est un grand champion et je vais toujours continuer à le suivre. Il rêve d'avoir un parcours similaire à celui du champion, quitter la route pour la piste. C'est quelqu'un qui est fort et je veux prendre exemple sur lui, parce que j'ai envie de gagner des médailles comme lui, d'être championne comme lui. Et c'est l'occasion pour Grégory Baugé de conforter ce choix et développer ainsi la discipline dans l'île. J'ai envie de transmettre mon savoir-faire avec mon équipe aussi. Et puis tout ça pour vous servir, hein, vous les jeunes, parce que demain, je suis persuadé que ça sera, de toute façon, votre place sera
soit en équipe de France ou autre part, mais en tout cas, je pense que grâce à mon équipe et moi-même, on peut vous donner des moyens, on peut vous donner des clés pour réussir dans le sport. Aujourd'hui, plus que jamais, ces jeunes sont la relève du cyclisme guadeloupéen. Et nous vous demandons en retour de suivre et de croire en vous. Surtout, vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être un peu jeune, mais vous avez la chance d'avoir un très bel outil pour travailler, en l'occurrence le vélodrome. Par contre, Grégory a peut-être eu la chance de me rencontrer. Moi, plus jeune, j'ai pas eu cette chance. Par contre, vous avez la chance d'avoir Grégory, moi et les autres personnes qui œuvrent autour. Alan, Sayan et tous les autres caressent l'espoir un jour de monter sur la première marche du podium, comme le quadruple champion du monde. Et une nouvelle vie commence pour la pelouse du stade de Sainte-Anne. Depuis le début de la semaine, des sociétés spécialisées dans la gestion des pelouses sportives ont entrepris de rénover celle de cette commune. Patrick Curie et Nathalie Dinan nous en disent plus. C'est une première chez nous. La reprise de la pelouse du stade de Sainte-Anne a bénéficié d'une technique particulière, un procédé appliqué dans les stades en Angleterre ou de Ligue 1, un procédé qui se déroule en plusieurs phases. Il faut donc dans un premier temps mettre en place une opération de scalpage ou de décapage en fonction de la profondeur à laquelle on voudrait descendre pour enlever la végétation existante. Donc on va enlever 1, 2, 3 cm selon la qualité et l'usure du terrain. Ensuite, on va décompacter et le décompactage va permettre, grâce aux fentes réalisées par le décompacteur, on va intégrer dans le sol un volume de sable pour améliorer la granulométrie et donc augmenter entre autres le drainage, mais la présence de l'air. L'air est obligatoire dans le sol parce qu'un sol trop compacté n'a pas d'air et ne permet pas le bon développement d'une croissance ou une bonne croissance naturelle du végétal que constitue la zone pelouse, la zone de gazon. Pour la mairie de Sainte-Anne, il était important de faire cette rénovation. Pas question pour eux de faire du bricolage. Enfin, un terrain opérationnel pour pratiquer dans de bonnes conditions. Ici, en Guadeloupe, c'est une première. Nous servons de cobaye, mais c'est une grande satisfaction pour la ville de Sainte-Anne, effectivement, d'être la première commune ici en Guadeloupe à pouvoir proposer ce type de produit grâce, effectivement, à nos partenaires. J'appelle vraiment à ce que l'ensemble des communes par la suite puissent, à partir de cette démonstration, suivre. Nous aurons l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir un terrain qui soit très plat, un terrain qui soit techniquement facile à entretenir, avec de l'aération et bien évidemment la qualité de jeu. La qualité de jeu. Permettre effectivement à l'ensemble des équipes qui viennent jouer ici à Sainte-Anne que les joueurs soient concentrés sur le jeu et non pas se poser la question où dois-je mettre les pieds pour ne pas me blesser. Voilà. Vraiment pour que les joueurs soient totalement libérés. Mandaté par la Fédération française de football, le président de la Ligue de Guadeloupe, après avoir apporté sa logistique sur l'éclairage ou encore sur les infrastructures comme les vestiaires, il est tout naturel qu'il offre aujourd'hui son soutien pour la mise en conformité du terrain. Il y a des normes qui sont officielles et donc nous, les constructeurs de terrain, se renseignent auprès de nous, se renseignent auprès de la Fédé pour avoir ces normes. Et puis derrière, nous, on est quand même facilitateurs pour faire obtenir cette documentation. Bon, sur le terrain, c'est vrai qu'il faut que ces terrains soient les mieux et les plus performants possibles. Et c'est ce qui permet d'avoir après un beau spectacle au niveau des championnats. Et pour la Guadeloupe, ce serait une bonne chose que nous ayons des terrains avec des pelouses qui soient aux normes. Des représentants d'autres communes sont venus assister à cette démonstration pour, on l'espère, appliquer cette méthode sur tous les stades afin d'améliorer les performances et le niveau de jeu des footballeurs guadeloupéens. Chaque année, c'est le même rituel. De nombreuses petites mains s'affairent à remettre le cimetière de Sainte-Rose en état pour les journées d'illumination. Gros plan sur ces petites mains de la mémoire avec Moïse Dexter et Nathalie Dinan. Nettoyeur de tombes, un job qui fait recette dans tous les cimetières de Guadeloupe. Une pratique qui maintient la tradition et le lien social. La plupart, c'est des vieux mondes. C'est des vieux mondes qui viennent à nous, commander nous. Est-ce que nous pouvons nettoyer tombe là-bas, un coup de peinture pour en propreté, quoi, pour oublier dans la belle. Et puis voilà, c'est ça, c'est principalement vieux monde. Hein. Sinon, c'est pour la famille, nous qu'on fait ça. Et puis pour nous-mêmes, hein, pour se mettre la même bien belle, quoi. Ce nettoyeur a une approche très courtoise. Bon,
Le monde principalement en vieux monde qui n'a pas la capacité de peindre ou bien de nettoyer tombe là. Encore venu voir quoi dire madame, est-ce que madame, je peux vous aider? Je peux vous rendre un service? À part toutes les là que comment dire que accepté parce que ni ça même qui comment dire, je préfère comme ces familles, je préfère faire tout cela yo. Donc c'est plus cela qui pas ni les moyens et puis la capacité physique de nettoyer des peines. Beaucoup estiment que c'est un devoir envers les proches disparus. Je suis venu nettoyer la tombe de mes parents, les défunts. Et pourquoi vous faites ça? Eh bien, c'est la coupe. Il faut s'occuper de ses parents. Chaque année, nous avons démonté, nous avons refait. Parce que comme c'est les grands-parents qui sont là, c'est eux qui permettent nous à venir prendre la nuit là, ils occupent nous de la pas parce qu'ils sont morts pour nous comprendre. Ils n'ont pas assis la terre, ils n'ont pas venus, ils disparaître. Alors nous toujours qu'à venir nettoyer, propter et pour nous pouvoir éliminer chaque année. Et pourquoi spécialement Coca-Lambi? Eh bien, Coca, c'est une tradition parce que longtemps nous n'avons pas tenu ce système à faire ces bitans carrés à maçon là, ouais. C'était ordinaire, c'était petit tombe ordinaire et Coca-Lambi a permis à faire un dessin, faire un décor pour permettre comme la tibouane plus belle. Puisqu'on ne peut pas mettre petit en l'été là, Coca-Lambi a servi une sorte de décoration. Ouais, c'est la tradition, c'est toujours comme ça, c'était. Depuis le temps de mes premiers parents, alors ça a été comme ça. On a laissé comme ça. Pour d'autres, la dernière demeure doit refléter la personnalité du défunt. Parce qu'en fin de compte, comme il s'est décédé l'année dernière, donc voilà, quand nous venons faire tomber là, nous venons finir pour nous carler et puis mettre ça en place propre. C'est un maçon, nous allons essayer de faire propre, puis bien. Voilà. C'était un bel bitin. C'est mon gars, il voyageait dans toute la Caraïbe pour te faire case ou ça, bitin quoi. Voilà. Donc nous venons faire ça et puis mettre ça en place. On est propre. Ah oui, un week-end ça fait nous. Un week-end nous finissons avec ça. Des petits cas où on manque avec nous bon. Bah oui. C'est difficile là en fait. C'est difficile là, de faire mortier là, béton là, couler tombe là, préparer quoi. Mais là on a ces carrelages là, donc c'est décoration nous qu'a fait. Donc on a fait propre bien belle pour éviter. Pourquoi tu peux l'indiquer content? Oui, qui est content. En cas moi c'est content déjà. Déjà content. Parce que c'est un beau guitain mais les gars, c'était maçon, il était fait, mais les gars fait maçon, il était fait un bitin, fait ça, t'es belle. Fait ça, il a fait là, t'es belle, ouais. Et comme ça, on est dans l'eau technique. Et donc, voilà, nous faisons bien, qu'on était aimé, quoi. Donc, si vous regardez bien, c'est un seul homme qui va qu'on là. Ouais. On regarde ici, là, on sait homme qui va qu'on là. Parce que l'idée est différente. Alors, nous essayons de faire différemment. Jusqu'à lundi, tous s'affairent pour que le cimetière revêt une belle apparence. En revanche, cette tradition tend à s'étioler dans certaines communes. Illustration au cimetière de Sainte-Anne. Regardez. À l'approche de la Toussaint, de nombreux jeunes se bousculent au portillon des cimetières pour aider ceux qui n'ont pas le temps ou la force de nettoyer les tombes. Mais la crise est passée par là et les jobbers constatent que la demande se raréfie. Bitin la vin red, bitin la vin bandé, pas rien ba les jeunesses encore cimetière là, vous comprenez? Faut mettre la débouiller, faire un bitin ban nous, vous comprenez? Parce que nous même tous les jours nous avons une fou en cimetière là. Parce que c'est mouna aller là, c'est mouna, yo ka casser les prix. On se ka dire comme ça, ou ka faire cavo ba yo à 100 €, yo ka dire non, yo ka faire à 60. Vous comprenez? Alors vous, yo ka casser les prix, yo ka casser l'année prochaine yo peut ba au travail encore. Et c'est ça qui est arrivé que nous tous là, nous pas de travail. Vous comprenez? Pas rien, nous encore pas rien. Étant le plus âgé, il accompagne et conseille les plus jeunes, mais en ces temps de vaches maigres, difficile de motiver. Mais tout le temps, on est en café de travailler avec moi, faire des bitins avec moi, mais pas rien, franchement, vous comprenez? Moi, mais que fait bitins tout cela, mais pas rien, hein? Moi, Anita, moi, là, vous savez, on est en travail là, mais yo pas ni. Il déplore aussi la disparition de l'aide accordée par la région depuis 3 ans. Elle proposait à certains jeunes de nettoyer les tombes des oubliés. La région a engagé des gens, ils ont 200 € pour une semaine. Ils n'ont pas pris de là ça. Ils n'ont pas pris de pourtant ça fait 3 ans qu'ils ont fait ça. Normalement, ils doivent engager ces jeunes-là. Il n'y a pas de monde pour faire ça. Il fait des petits caveaux, défavoriser les gens qui viennent plus sur le caveau pour les faire le faire. Ils n'ont pas donné, tu vois. Ils ont fait promesse, mais ils n'ont pas jamais ces petits jeunes rien. Un peu déçu. Ouais, pas déçu, colère. Pas déçu, c'est colère. Ouais, c'est colère. À Sainte-Anne, l'avenir du nettoyeur de tombes est incertain et la tradition en perdition.
Ils subliment nos beautés, mais souvent dans l'ombre. Les maquilleurs seront mis en lumière demain à l'occasion des Pinceaux d'Or 2016 qui se tiendront au showroom de la marque Milani à Petit-Bourg. Ce concours vise à désigner le meilleur maquilleur de l'année. Véronique Lanfoy, Nazac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez la société qui commercialise cette marque de cosmétiques américaine et vous êtes organisatrice également de cette manifestation, de ce concours, les Pinceaux d'Or 2016. Oui. S'agit-il pour vous finalement de professionnaliser le métier de maquilleur ? Le métier de maquilleur est un métier véritablement professionnel. Il n'est pas toujours perçu comme tel et c'est quelquefois un petit peu difficile pour un maquilleur de percer. Et c'était pour nous l'occasion de mettre un petit coup de projecteur sur le coup de pinceau, justement, et justement de promouvoir les personnes avec lesquelles nous travaillons toute l'année, puisque nous, en tant que marque, nous travaillons énormément avec des personnes qui sont inscrites souvent à leur compte et qui font des prestations de maquillage pour les mariages ou pour de multiples occasions. Et dans la mesure où ils travaillent pour nous, on les voit avancer, évoluer, on voit le travail d'art qu'ils peuvent fournir et on avait vraiment envie de le faire connaître un petit peu plus. Alors justement, demain, 18 personnes classées en 2 catégories, celle des professionnels et celle des amateurs que vous avez appelés addicts, se disputeront le titre. Comment cela va-t-il se passer? Alors ça va se passer chez nous de manière extrêmement conviviale et posée. Il s'agit de se faire plaisir. C'est ce que chacun va essayer de faire. Il y a plusieurs thèmes. Le matin, ce sont les professionnels qui vont venir concourir. Donc on les reçoit, chacun a un poste, chacun a sa palette de la gamme Milani pour pouvoir l'utiliser. Et la petite nouveauté cette année, parce qu'on corse le concours d'année en année, c'est la 3e année. Cette année, on a proposé justement de fournir des modèles aux maquilleurs qui avant venaient avec leur propre modèle. Donc ils vont découvrir un visage qu'ils ne connaissent pas. Alors, ça va être une difficulté un peu supplémentaire. Quelles sont les perspectives justement pour l'heureux ou l'heureuse gagnante? Alors nous, à notre niveau, au niveau du challenge, il y a une récompense qui est voilà, un voyage à Paris, une mise à l'honneur, beaucoup de maquillage à la clé, donc ça fait aussi un avantage. Pour les adultes, pinceau et formation, c'est-à-dire pour passer du statut amateur au statut professionnel, travailler et évoluer. Et puis le coup de projecteur qui permet d'avoir accès peut-être un petit peu plus à une clientèle complémentaire, qui permet de se faire connaître et de rentrer petit à petit dans des réseaux comme voilà, la télévision et autres. Alors c'est un métier qui fait rêver de nombreuses jeunes filles. Hein. Elles y voient là l'opportunité de rencontrer des stars, locales, nationales ou internationales. Oui. Quelle est la réalité de ce métier? La réalité, c'est qu'il faut, comme dans tout métier, beaucoup de rigueur et beaucoup de travail pour évoluer, parce que le maquillage, c'est un art et un art se travaille. Dans leur grande majorité, elles travaillent énormément. Il y en a qui ont beaucoup de talent, il y en a qui ont arraché leur talent avec beaucoup de travail. Et nous avons des exemples assez célèbres. Je veux dire, en Guadeloupe, il y a Karine Gatti-Belzac qu'on ne présente plus, Corinne Bissot qui a écrit un livre et qui fait carrière dans le maquillage. Il y a aussi Vincent Jabès qui est un enfant du pays qui maintenant, je dirais, foule tous les plus grands podiums puisqu'il fait la Fashion Fair à Milan, à New York et autres. Et donc je veux dire, ça prouve qu'avec du travail, avec du sérieux, il y a véritablement la possibilité de se retrouver avec une star dans le fauteuil en face. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est un métier d'avenir? C'est un métier qui a de l'avenir parce que on est de plus en plus soucieux de l'apparence. Et forcément, il y a des attentes énormes. Donc, on voit, nous, au niveau du maquillage, que les femmes se maquillent beaucoup et que dans la mesure où on a souci d'apparence et où on donne un peu de place à l'art aussi, ça permet de rejoindre l'apparence, le confort, la confiance en soi, l'art. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans le maquillage. Et je tiens à souligner, d'ailleurs, que la vingtaine de personnes avec lesquelles on travaille régulièrement sont des personnes qui ont aussi beaucoup de cœur et qui travaillent aussi très souvent dans des associations, dans des milieux associatifs, avec la Ligue pour le cancer, dans la reconstruction suite à des traitements de chimiothérapie un peu lourds. Et je les salue parce qu'elles ont un courage phénoménal et c'est vraiment très beau. Alors, les 2 lauréats seront connus demain à l'issue justement de ce concours, mais ils seront récompensés le 5 novembre à la Casa Abemao. Oui, c'était à l'occasion du Milani Make-up Show qui a lieu chaque année sur 2 jours, midi, minuit, le samedi et le dimanche. Et pendant ces 2 jours où nous allons recevoir nos clients et essayer de chouchouter nos clients dans des conditions extrêmement agréables, nous allons remettre la récompense et le
trophée à 20h30. Donc voilà, donc il y a le jury qui cette année est sur place pour la première fois, donc il va pouvoir juger non pas sur photo mais sur réalisation. Et il y a aussi après toute une partie du public Milani sur la page Facebook qui va pouvoir voter. Et c'est à l'issue de tous ces votes qu'à la Casa, samedi prochain, le 5 novembre, seront décernés les 2 heureux élus. Véronique L'Enfant-Nazac, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. On reste un peu dans cette ambiance glamour, une ambiance même envoûtante, celle de la rencontre entre la Guadeloupe et l'Égypte. La danse orientale se développe chez nous. Linda Kayarsi était également dans le mouvement. Elle s'est rendue dans une école qui se trouve au village de Jarry où les femmes peuvent évoluer et apprendre les bases de cette danse qui est considérée comme l'une des plus anciennes au monde. On regarde son reportage. Merci à vous. On va travailler sur les 8 vers le bas. Donc, ici. Un mouvement de bassin et une souplesse à faire pâlir plus d'une. Essayez d'aller le plus loin possible dans le déhanché, vers la droite. Depuis 2 ans, Iman fait rayonner l'Orient dans son école de danse. À gauche et... je pratique la danse orientale depuis un peu plus de 15 ans maintenant. J'ai commencé en France. Je me suis formée après à l'étranger, en Égypte, en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, etc. J'ai beaucoup voyagé pour me former avec des Égyptiens. Une danse millénaire qui s'est nourrie d'influences très diverses. Il existe plusieurs types de danse orientale. Elles dépendent du pays d'origine. En oriental, on va être égyptienne, on va être plus sur des arabesques, on va être sur des mouvements à la fois très terriens ou des accents. En un même mouvement, par exemple 8 ondulations, donc de l'avant vers l'arrière. En Égypte, j'ai les jambes qui sont relativement étirées et élégantes, on va dire. Au Maroc, le même mouvement, on va l'utiliser, mais un peu plus plié. Oh. Loin de la vision mercantile et pailletée, la danse orientale reste un art populaire. C'est vraiment adapté à tout le monde. C'est pour toutes les femmes, les petits, les grands, les très très grandes, les seniors. C'est quelque chose qui s'adapte à tout le monde parce qu'il y a pas besoin d'avoir de base au départ. C'est sûr que si on a des bases, ça aide énormément, je ne vais pas mentir. Des bases de classique ou des bases de jazz, parce que déjà on a cette capacité de s'approprier son corps qui est plus facile. Mais fondamentalement, la danse orientale, c'est vraiment très différent de toutes les autres danses. La discipline, à la fois sportive et artistique, demande de la persévérance et de la passion. Élodie et Ursula ont plus de 4 ans de pratique. J'ai nourri cette passion depuis toute jeune et depuis que j'ai découvert, je suis une totale adepte. Je me sens bien dans ma peau, ça me permet aussi de pratiquer d'autres danses à côté puisque c'est vraiment varié au niveau des mouvements, au niveau des danses aussi. Et ça me permet de me connecter aussi à d'autres danses. Certaines façons de m'épanouir, de m'exprimer et comme expliquait Iman, effectivement, on peut vraiment maîtriser son corps et en fait, c'est aussi une danse qui est vraiment variée. On ne s'ennuie jamais. Cette année encore, des danseurs professionnels feront un détour par l'école de danse d'Iman, des rendez-vous que ces amoureux de la danse du ventre ne manqueront pour tout l'or du Moyen-Orient. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face à la mairie de Trois-Rivières de 8h à 12h30. Et puis la ville de Sainte-Anne et la Ligue contre le cancer vous invitent à un village chanté qui aura lieu demain de 9h à 16h sur la place du Bourg. Et puis je vous rappelle qu'ATV s'est associé à l'association Médecins sans frontières dans le cadre d'une grande collecte destinée à financer un hôpital pour les grands brûlés à Haïti. Vous pouvez continuer à nous appeler pour faire vos dons au 0596 37 99 96. Et je vous informe que la première étape à Bémao de la Guadeloupéenne Tour Cyclo est annulée demain, mais celle de Petit Canal qui aura lieu dimanche est maintenue. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.